Quel avenir pour l'humanité? Quel avenir pour l'humanité? Des leviers de vitalité. Posé dès 2015 face au transhumanisme, à l'IA, à ChatGPT et à la fascination numérique, il est temps de nous poser la question de ce que nous souhaitons comme humanité actuelle et à venir. C'est en clarifiant qui nous sommes et vers quel type d'humanité nous souhaitons nous diriger que nous pourrons prendre les décisions pertinentes pour aujourd'hui et demain. Altercop a tenté de répondre à cette question en interviewant de nombreux acteurs aux profils divers afin d'apporter, comme un kaléidoscope, leur regard pluriel sur cette question centrale. Bonjour Isabelle. Bonjour. Est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, te présenter, dire qui tu es, pour qu'ensuite on rentre dans le contenu de la rubrique? Est-ce que tu peux... Alors, je suis, ça fait une vingtaine d'années, maintenant un peu plus de 20 ans, que je suis engagée dans les questions écologiques, économiques et sociales, ce qu'on appelle le développement durable. Et j'ai fait pas mal, comme beaucoup d'acteurs dans l'écologie, pas mal de métiers différents. Et je suis notamment auteure, conférencière, et je me suis intéressée, après m'être beaucoup intéressée à l'état des lieux, que j'ai essayé de communiquer de façon majeure à un public le plus large possible. J'ai notamment travaillé en fait avec Yann Arthus Bertrand et écrit son film Home. Je me suis vraiment intéressée aux solutions qui émergeaient, qui pouvaient répondre à la crise écologique que nous vivons aujourd'hui. Et donc depuis 7 ans maintenant, j'ai entamé des recherches sur la nouvelle économie, parce que c'est là qu'il y a des réponses. La nouvelle économie qui émerge depuis 40 à 50 ans, les nouveaux modèles économiques et productifs. Et j'ai sorti un modèle intégratif. J'ai initié un modèle intégratif pouvant expliquer cette nouvelle économie qui s'appelle le modèle de l'économie symbiotique. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai une agence et une association autour de ce modèle pour accompagner les acteurs en transition. Voilà. Merci. Alors, donc mon invitation avec ce que tu as déjà réalisé et justement ce concept en action d'économie symbiotique, c'est que tu puisses apporter ton point de vue à cette rubrique qui est quel avenir pour notre humanité, en sachant que je pense que si on ne parvient pas, nous les citoyens, à avoir une vision suffisamment claire de à quoi ça pourrait ressembler, et puis une éthique aussi de ce futur qu'on souhaiterait. Quand je dis humanité, c'est humanité et aussi de tous les règnes et aussi de la Terre. Hein. Je veux dire, c'est pas juste les êtres humains, mais quelle humanité pour quel lien à la Terre. Je me dis que tu as sans doute un point de vue et je te propose de pouvoir donner ton point de vue et qu'on puisse en débattre. Merci. Voilà. Alors par rapport à ça, je pense qu'on est à une rupture radicale qui est... en fait, c'est marrant parce que quand on écoute les économistes, par exemple, ils nous disent qu'on vit et va nous coûter aussi cher est aussi radical que la crise de 29 et les 2 guerres mondiales réunies. Si on écoute les historiens, ils nous disent c'est une nouvelle renaissance. Si on écoute les archéologues, ils vous disent pas du tout. On est dans des concepts qui revisitent l'humanité depuis le début des grandes civilisations patriarcales, pyramidales. Si on écoute les géologues, ils vous disent on est en train de vivre la 6e crise d'extinction et la dernière, c'était le temps des dinosaures, c'est-à-dire il y a 60 millions d'années. Donc moi, je pense qu'on est vraiment à une rupture, en effet, à un renouveau de l'humanité aujourd'hui. Enfin, en tout cas, il y a les deux possibilités, c'est-à-dire que je trouve que ça se radicalise vers une humanité qui devient de plus en plus technologique et qui ne croit de plus en plus qu'à la technologie et donc qui continue un peu le mythe prométhéen sur lequel la révolution industrielle s'est fondée, c'est-à-dire l'homme est capable de tout et l'homme est maître de la nature, hein, c'est les propos de Descartes au XVIIe siècle. Et il y a un autre mouvement qui est en train de dire, en fait, nous ne sommes pas séparés du vivant, nous sommes des êtres vivants et nous avons une communauté de destin avec ces êtres vivants dont fait partie en fait le mouvement de l'économie symbiotique, de cette nouvelle économie. Et entre les deux, il y a de moins en moins de monde. Ça se radicalise des deux côtés. Et voilà. Et l'économie symbiotique est vraiment une reconnaissance en fait de l'intelligence technique du vivant,
qui permet de combler de nombreux besoins humains, des centrales d'épuration de l'eau, des déchets, de la création de matériaux avec toutes les qualités isolantes, transpirantes par exemple pour l'habitat, etc. La médecine avec notamment des bases naturelles, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui reconnaît en fait l'intelligence du vivant, qui reconnaît un maillage en fait indispensable entre les sociétés humaines et les sociétés vivantes. En quoi c'est différent de l'économie circulaire ? Alors, c'est une économie circulaire. L'économie circulaire qui est biomimétique, c'est-à-dire qu'elle s'inspire du vivant pour fonctionner, et qui dit en fait dans la nature il n'y a pas de déchets, il n'y a pas de ressources, tout déchet est la ressource d'un autre, tout déchet d'un être vivant est la ressource d'un autre être vivant. C'est très appliqué aujourd'hui à tout ce qui est justement l'ensemble de notre technosphère, c'est-à-dire toutes les machines qu'on a construites et la matière qu'on a extrait de la ressource de la terre, tout ce qui est minéraux, béton, ciment, etc. Donc elle s'applique beaucoup là et elle voit dans le vivant une ressource en matériaux et en énergie, en biomasse. Dans l'économie symbiotique, il y a un aspect autre qui est très bien vu par l'ingénierie écologique, l'agroécologie, la permaculture, etc., qui voit la puissance des écosystèmes eux-mêmes qui sont capables de réaliser un tas de fonctions et qui en plus donnent des plus-values sociales, paysagères, régénératrices et physiologiquement et psychiquement pour les individus qui côtoient ces écosystèmes et qui réalisent un tas de fonctions qui sont en fait les mêmes pour les sociétés humaines que pour les sociétés vivantes. Depuis 3,5 milliards d'années, le vivant a besoin de se nourrir, a besoin de se reproduire, a besoin de s'isoler du chaud, du froid, a besoin de se protéger des inondations, des sécheresses, a besoin de purifier son eau, a besoin de purifier ses déchets, etc. Et les écosystèmes vivants sont très puissants par rapport à ça. Et donc, c'est cette reconnaissance de l'intelligence fonctionnelle des écosystèmes qui manque encore un peu dans l'économie circulaire aujourd'hui. C'est une économie circulaire vivante plus une économie circulaire de la technosphère. C'est des mots un peu barbares, ça, mais c'est vraiment l'ensemble de nos machines. C'est l'alliance des deux, en fait, l'économie symbiotique. En fait, quand tu disais qu'il y a deux voies, c'est surtout plutôt deux conceptions humaines qui sont radicalement différentes dans ce que tu proposes. Ce que tu nommais l'humain au travers de la technologie, on va dire que ça va être une des voies portées par le transhumanisme, par exemple, c'est-à-dire ne pas vouloir reconnaître notre finitude, vouloir absolument renoncer à la mort en essayant d'être immortel, c'est se dépasser, donc essayer d'être un surhomme pour arriver à obtenir quelque chose, notamment à régler les problématiques de santé et autres, et gérer la complexité que nous avons faite. C'est une voie. En tant que telle, pourquoi pas ? Je veux dire, ça peut être une voie qui peut être explorée. Tout dépend de l'éthique, en fait, qui est derrière. Ça, c'est un premier point. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut amener tous les êtres humains dans ces évolutions-là, de façon objective, j'entends, hein ? Est-ce que c'est porteur ou pas d'eugénisme ? Je ne sais pas, mais ça mérite que la question soit posée. Mais je pense, et c'est à ça que je crois que tu seras aussi sensible, c'est que cette voie-là est très consommatrice de matériel, d'énergie, de ressources éventuellement rares, c'est-à-dire qu'elle est toujours, comme tu le disais, dans une logique prométhéenne de l'homme sur la nature qui la puise et avec un risque, c'est que si on fasse ça, imaginons même pour 7 milliards d'humains, on risque d'assécher encore plus vite la Terre de ses ressources. Alors, je pense qu'en effet, le transhumanisme est fondé énormément sur la technologie et l'intégration en fait de l'homme et de la machine, l'intégration très très intime. Et donc, il apporte deux choses. Il a besoin d'énormément de ressources, et notamment des terres rares, qui sont des métaux en quantité extrêmement rare dans la croûte terrestre et qui sont extrêmement demandés justement dans tout ce qui est high-tech. Et le transhumanisme a une grande partie d'high-tech. Ensuite, donc, au niveau de la finitude des ressources, aujourd'hui, il ne peut pas y avoir de transhumanisme pour 7 milliards de personnes. Donc c'est une idéologie élitiste.
elle ne pourra pas être accessible à l'ensemble des êtres humains. D'autre part, par rapport au vivant, c'est vraiment la prolongation du paradigme que l'on connaît depuis les grandes civilisations hydrauliques, donc qui sont constitutives de nos civilisations, c'est-à-dire qu'on veut toujours transformer la nature. On a une idée de ce qui, du progrès. Qui est souvent de quelques personnes, parce que quelques personnes qui sont à l'origine de la richesse ou à l'origine qui peuvent capitaliser en fait cette recherche et donc qui projettent leur vision du monde et qui est une vision de transformation de la nature de nouveau, parce que là on transforme la nature humaine et sur ça on a quand même très peu de recul. On commence déjà à voir par exemple que pour moi on est déjà dans une phase de transhumanisme, c'est-à-dire que on voit bien, on commence à avoir de plus en plus de psychologues et de psychiatres qui commencent à alerter sur les effets justement de la technosphère sur nous-mêmes. Mais c'est les écrans, c'est la rapidité des images, c'est la rapidité du mouvement qui transforme en fait notre comportement et qui aussi transforme notre capacité de réflexion, parce qu'on se rend compte qu'on a besoin au contraire de temps lent pour réfléchir. Or, dans le transhumanisme, on est toujours sur l'action et non pas sur toujours agir, rendre encore plus puissante l'action et beaucoup moins rendre plus puissante en fait la créativité et la réflexion, qui elle a besoin de temps long, de maturation et au contraire qui d'ailleurs est favorisée avec une altérité totale qui est celle du végétal par exemple, du vivant, etc. On s'aperçoit que des gens se régénèrent si on isole des groupes entre les mettre dans une ville et les mettre dans des rues et dans des parcs, eh bien même en une heure, ceux qui sont allés dans un parc avec un beau paysage sont bien plus régénérés physiquement et mentalement que ceux qui sont allés dans la rue. Parce qu'on a besoin, en fait, on n'est pas les mêmes sans le végétal. On l'a oublié, mais on n'est pas les mêmes sans la nature autour de nous. Ce que le transhumanisme va amener, c'est effectivement de vouloir pallier les carences humaines, au vu d'un certain type de regard, bien sûr, et de les pallier par l'intégration de la technologie. Mais c'est en fait mettre l'humain dans le rythme de la technologie, c'est-à-dire, in fine, une vitesse, la vitesse de la lumière, si on peut, c'est être uniquement dans un mode action, c'est-à-dire comme un robot, c'est-à-dire on ne dort pas, on n'a pas d'état d'âme, et on va vite, et toujours plus vite, et en performance. Donc c'est une vision, c'est-à-dire, pour moi, c'est une vision d'ingénieur. Oui. C'est comment est-ce qu'on peut enlever tout ce qui est difficile avec l'être humain, ses cyclicités quelles qu'elles soient, ses états d'âme, tout ce qui l'empêche d'être toujours sur le même niveau. Donc c'est une vision. Et d'être sur une performance en fait. C'est une vision de la performance humaine qui est liée à la puissance d'action, puissance technique en fait. C'est vrai que c'est une vision d'ingénieur. Moi je suis ingénieur par exemple, c'est-à-dire que je suis une scientifique à orientation technique. Et donc on est technique, ça veut dire agir sur le monde. C'est ça que ça veut dire. En fait, si tu regardes toutes les grandes civilisations hydrauliques, qui sont toutes, c'est-à-dire celles qui sont basées sur l'irrigation. En Chine, c'est les civilisations sumériennes dont on est issu, c'est les Mayas aussi qui se sont écroulées. Eh bien, elles sont sur une idéologie du faire, de la transformation. Et elles ont mis toute l'intelligence humaine au service de la technologie, c'est-à-dire de la transformation du monde. Tu regardes les civilisations de type tribal, indigène, etc., elles ont mis toute l'intelligence humaine au service de l'être. C'est-à-dire quels sont les pouvoirs humains, justement, intrinsèquement en tant que tels. Et là, elles ont développé des trucs hallucinants, c'est-à-dire, comme tu dis, la compréhension du monde uniquement par l'interne. Enfin, je veux dire, elles ont des milliers d'années de technologie de l'être, en fait. Et ça, c'est passionnant. Si je raccroche avec ce que tu disais précédemment, pour moi, c'est très symbiotique ce qu'elles ont fait. C'est-à-dire que la rupture fondamentale avec notre vision moderne, issue de notre lecture de l'humain, c'est-à-dire qu'on a quand même la notion de dominer le monde depuis l'Ancien Testament,
quand même dans notre culture. Puis les civilisations hydrauliques, en fait. Tout à fait, mais on a cette injonction quand même depuis quelques milliers d'années en plus de ça. Et c'est une façon de résoudre la difficulté avec le vivant. Les sociétés premières, alors elles sont inégales quant à leur modalité de relation entre elles et au sein même de la gestion des relations humaines, mais en général, si elles perdurent, et elles perdurent certaines depuis des milliers d'années, c'est parce que pour elles, leur conviction, c'est l'interdépendance avec le vivant. C'est-à-dire qu'elles se considèrent comme faisant partie du vivant. Oui. Et elles essaient de trouver un ajustement avec. Et quand tu disais elles sont très alignées à l'intérieur, oui, effectivement, il y a une grande place qui est allouée à la conscience de soi en interaction avec le vivant. Et puis elles ancrent toute leur journée dans des travaux quotidiens pour transcrire ce lien avec le vivant par des actions concrètes comme se nourrir, se loger, etc. Donc, mais avec la notion de jamais prélever plus que nécessaire et d'être vraiment à l'équilibre avec le vivant. En fait, pour moi, elles ont vraiment dédié justement la puissance humaine, la puissance intellectuelle humaine, parce que c'est des homo sapiens comme nous, donc ils ont la même intelligence, mais ils l'ont dédié à vraiment comprendre ce qui fait l'unité du vivant et du coup la spécificité humaine. Parce que forcément, si on s'intéresse à l'unité du vivant, on regarde ce qui est spécifique à chaque espèce aussi, et à l'être humain. Et en ça, elles ont développé une connaissance profonde de la puissance intrinsèque humaine, dont on a besoin, nous. Nous, on a développé la puissance de transformation du monde. Elles ont développé la puissance de ce que peut être l'être humain seul, en fait, et en relation avec le vivant. Et c'est cette rencontre qu'on est en train de faire en ce moment. Et il n'y a surtout pas tout à jeter en Occident. D'une part, c'est qu'on a une puissance technologique forte et qui est indispensable pour aujourd'hui justement nous relier tous, parce qu'on a besoin de comprendre les différentes visions du monde de chacun, pour réagir à la crise écologique, parce que y a le feu aux fesses, c'est clair. Il faut vraiment qu'on agisse vite. Et du coup, cette puissance conceptuelle qu'on a justement de pouvoir comprendre un écosystème et de recréer une zone humide en 3 semaines, voire quelques mois, alors qu'elle aurait mis des milliers d'années à se former, ça c'est l'apport de l'intelligence humaine. C'est notre puissance technologique qui le permet. Et donc ça nous permet d'être plus rapides. Et il faut qu'on puisse dialoguer justement entre ces cultures. Et il y a autre chose qu'apporte l'Occident, qui est quand même, et dans les religions dont on parlait, c'est quand même la puissance de l'amour. Ça, c'est quand même le christianisme qui l'amène. Et le fait de la puissance individuelle, de l'individu. En tant que tel, dans une communauté, mais aussi en tant que tel. Et en ce moment, pour moi, ce qu'on est en train de vivre dans ces mouvements, dans ce mouvement général dont pour moi l'économie symbiotique n'est qu'une expression, c'est justement la connexion de tout ça, la connexion de la reconnaissance de l'homme appartenant au vivant qui est en fait encore chez les sociétés tribales, la reconnaissance de la puissance technologique humaine dont on a besoin pour sortir de l'impasse et pour se connecter ensemble, et la reconnaissance aussi de la puissance individuelle humaine dans le collectif, et le fait qui là aussi est une jonction en fait entre ces deux façons de penser le monde, entre ces grandes sociétés pyramidales patriarcales et puis ces sociétés tribales où le collectif est très important et l'individu ça dépend, hein. On ne peut pas tout homogénéiser comme ça, mais souvent il l'est moins. Et c'est cette connexion qu'on est en train de faire et qui, je trouve, est enthousiasmante. Parce que quand on la vit au quotidien, on est nombreux maintenant à la vivre au quotidien, elle révolutionne complètement notre façon de vivre, notre façon de penser et notre ancrage au monde. On vit un monde beaucoup plus joyeux et créatif. C'est pour ça que je pense que quand tout à l'heure tu disais il y a une voie, il y en a une autre, moi je pense que ce dont tu parles, c'est une tierce voie. Oui. C'est-à-dire qu'on a les civilisations qui sont inspirées de modernité et de progrès, qu'on vient de décrire. On a les peuples premiers qui ont un autre mode de fonctionnement, mais dont on peut s'inspirer, mais auquel on ne peut pas répondre, enfin on ne peut pas vivre comme eux. Et par contre, on est dans une voie tierce à inventer,
une voie tierce où l'Orient et l'Occident se rencontrent et aussi où les civilisations et les sociétés premières se rencontrent également pour créer quelque chose de nouveau. Et là, j'emprunte un mot d'Éric Julien dans la tradition Kogi, de créer une éco-modernité, c'est-à-dire, mais c'est vraiment une voie tierce. Et je crois, alors comme tu l'as si bien dit avec humilité, l'économie symbiotique, c'est peut-être qu'une des réponses, donc c'est chouette effectivement de ne pas croire qu'on a la réponse, mais je pense que voilà, on va participer à cette co-élaboration de quelque chose de tiers qui fait, moi je dis, un tri sélectif des enseignements du passé. Mais c'est ça, et de toutes les formes humaines. C'est ça, et vraiment à regarder, mais qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas dans les différentes civilisations et différentes sociétés humaines, et dire qu'est-ce qu'on peut garder de meilleur qui répond aujourd'hui à ce dont on a besoin. Et là où c'est quand même très nouveau, effectivement, et qu'on a un changement de paradigme puissant, c'est sur le fait qu'au lieu de vouloir dominer la nature et d'en être totalement séparé, enfin de concevoir qu'on en est séparé, c'est de réaccepter avec humilité qu'on en fait partie, et par conséquent c'est là que ça change le regard biologique et que ça permet de s'inspirer du vivant et d'avoir ce regard biomimétique en disant mais alors peut-être que cette nature qui existe depuis 3,5 milliards d'années et même un peu plus, elle a quelques clés de durabilité à nous donner puisqu'elle est toujours vivante, et que nous qui faisons les fanfarons depuis quelques millions d'années à peine, on a peut-être enfin quand je parle avec les grands primates en amont, hein, on a peut-être des clés à comprendre, parce que ce que nous avons créé comme monde aujourd'hui, nos civilisations qui fonctionnent sur prélever de la nature, elles s'effondrent toutes, comme l'a dit Jared Diamond. En fait, elles s'inspirent du vivant, mais elles font avec le vivant aussi. C'est-à-dire que quand une centrale d'épuration est capable d'être faite par des jardins, 1 mètre carré de jardin suffit pour épurer les eaux d'un équivalent habitant, qu'en plus ça vous donne du paysage, ça vous donne des squares, ça vous donne... c'est pas la peine de vouloir faire comme la nature. Mettons-la où elle est et utilisons notre intelligence pour justement la mailler la plus efficacement possible. Et comme tu l'as si bien dit aussi, c'est je crois j'ai oublié en fait ce que je voulais dire. Non, c'est pas grave. Mais oui, c'est-à-dire que ce qu'on a oublié dans notre société, c'est la fertilité. C'est-à-dire qu'on transforme le monde, mais on oublie de le régénérer. Et ce qui est, je trouve, absolument prodigieux dans la nouvelle économie qui est en train d'apparaître, c'est que c'est une économie régénérative. C'est-à-dire qu'elle régénère la fertilité écologique du milieu dont elle dépend, elle régénère la fertilité sociale, elle régénère la fertilité financière aussi. C'est une économie rentable et souvent même plus rentable. Et elle régénère la fertilité économique de toutes les parties prenantes. Parce que c'est une économie de la collaboration. Donc en fait, elle rompt avec deux paradigmes. Un, que l'homme est un loup pour l'homme uniquement. Parce on croit fondamentalement que l'homme est un loup pour l'homme. Donc elle passe de la compétition comme paradigme prioritaire à la collaboration comme paradigme prioritaire. Ça n'empêche pas la compétition. Mais ce n'est plus le paradigme prioritaire. Et la deuxième rupture, c'est qu'elle reconnaît l'intelligence du vivant et elle fait symbiose avec l'intelligence humaine. Pour moi, c'est les deux grandes ruptures qui se font socialement aujourd'hui, qui s'expriment dans la nouvelle économie. Et toutes ces formes économiques émergentes, en fait, c'est des gens de bonne volonté, souvent, qui, depuis 40, 50 ans, essayent de générer leur rentabilité autrement. Et la nouveauté, c'est depuis quelques années, elles convergent. Ça, c'est la nouveauté. Et ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Et c'est pour ça qu'on commence à la voir apparaître, en fait. En fait, en t'écoutant, ce que j'entends, c'est qu'en fait, on a une rupture d'une autre nature encore en amont, mais que tu as induite en disant fertilité, c'est qu'on sort d'une économie et d'un regard sur le monde qui est anthropique et qui nourrit la mort, puisqu'on tue des personnes, physiquement ou symboliquement, on tue des ressources, on abîme la nature et on jette les gens. Enfin, on est dans une obsolescence programmée de ressources humaines. Et voilà, donc est considéré comme une ressource. Donc c'est un paradigme qui est basé sur la mort et sur l'entropie, tandis que ce dont on parle, c'est un paradigme qui reconnaît la vie.
Et donc, on est dans quelque chose qui veut nourrir la vie et le vivant, qui s'en inspire et qui veut le nourrir. Et ça, c'est profondément différent. Je pense que les personnes qui sont dans le paradigme dominant encore n'ont pas conscience qu'ils nourrissent la mort. Enfin, je ne pense pas du tout qu'ils soient conscients de ça. Et ils diraient, mais non, mais on nourrit la vie. Je pense qu'ils ne sont pas la mesure de en quoi ce modèle anthropique est en fait quelque chose qui est autodestructeur de tout. Donc, pour moi, il y a cette vie et mort, auquel évidemment vont se rajouter la notion, dans une ligne directrice, mort, guerre, valeur de prédation et de compétition. Conquête. Et de l'autre côté, on va avoir vie et on va avoir envie d'aller jusqu'à la coopération parce qu'on veut tisser ensemble ce qui va permettre de perdurer, d'être durable et de respecter les règles. Et en fait, c'est les deux qui se rejoignent parce que, en effet, l'économie aujourd'hui n'est pas durable tout simplement parce qu'il suffit de faire des cartes et de flécher toutes les activités humaines selon le paradigme actuel détruisent la ressource dont elles dépendent. Voilà, c'est simple. Donc forcément, elles ne sont pas durables. La nouvelle économie régénère la ressource dont elle dépend. Donc voilà, et c'est pour ça qu'elle est régénérative. Et donc on a les deux choses qui se mêlent, c'est-à-dire qu'on a en effet la fertilité, le cycle de la vie, le cercle, la conquête. Qui a été notre paradigme dominant aujourd'hui. On veut conquérir des nouvelles technologies, des nouveaux territoires physiques ou mentaux d'ailleurs, qui est vraiment sur une ligne. Et en fait, c'est comme si les deux se reliaient et formaient une spirale. C'est-à-dire que la ligne déforme le cercle. On n'est pas sur comme on était avant d'ailleurs les sociétés pyramidales, donc il y a plus de 10 000 ans, sur une reconduction à l'identique et lente de la société. On est vraiment sur quelque chose qui est à la fois de cette conquête, une vraie notion de progrès qui est sur la ligne, cette régénération de la fertilité, et ça crée cette spirale en fait. Et c'est pour ça aussi que ça s'appelle symbiotique, parce que la symbiose, c'est ça, c'est deux êtres, deux entités qui croissent ensemble, donc l'une croît et fait croître l'autre en même temps. Comme les branches d'ADN. Comme des branches d'ADN. On est vraiment dans cette motif de la spirale, et c'est pour ça que, si je reprends ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pour ça que ni, pour moi, les sociétés indigènes, tribales, etc., dans leur vision du monde, dans la réponse par rapport à aujourd'hui, parce qu'elles sont trop lentes pour y répondre, ni nous n'avons la réponse parce qu'on est des sous-développés du vivant, on n'y comprend rien au vivant, très peu, on a beaucoup moins de compréhension du vivant qu'eux, et c'est pour ça que l'alliance des deux, pour moi, est la seule qui puisse nous tirer d'affaire aujourd'hui. Et en plus, elle est enthousiasmante. Je suis tout à fait d'accord, et à nouveau, tu vois, tu places la notion de tiers, c'est-à-dire il y a une chose, une autre, et on invente autre chose. Et en termes d'archétype, donc on a l'archétype traditionnel de Prométhée pour rendre compte de la modernité. Il y a certains qui vont nommer l'archétype de Dionysos pour rendre compte de la postmodernité, qui pour moi, en fait, est une phase d'humus qui permet de l'émergence de la suite. Et on entend aussi l'archétype, moi j'entends l'archétype de la grande-mère, tu vois, pour ce moment-là. Mais ce que nous avons à inventer est encore après. Oui. Et effectivement, la plupart des modèles qui essaient de penser demain sont des modèles de spirale. On a la spirale dynamique, on a plusieurs essais qui sont dans une dynamique de spirale pour bien rendre compte qu'on n'est pas dans l'ouroboros qui se mord la queue et on ne revient pas toujours au même point, mais on est dans une évolution. On l'expérimente à titre individuel dans toute l'évolution intérieure qu'on a. On ne revient jamais sur le même point. Et là, on le voit aussi au niveau de la société. Et moi, j'avance l'archétype de l'androgyne pour rendre compte de la suite, mais il faut bien comprendre, c'est pas l'androgyne au niveau physique, c'est l'androgyne au niveau de la symbolique primordiale, c'est-à-dire que dans toutes les traditions de l'unité, on est arrivé par l'incarnation à la conscience du deux, donc quelque chose de duel et de binaire, mais avant, enfin c'est la dame Kadmon de la Kabbale, on passe par cette espèce d'être primordial au départ, donc un être androgyne au départ, issu du divin, quel que soit le nom qu'on lui attribue, mais ça veut dire un être qui contient tout, qui se divise pour s'incarner, et là, comme on est dans une phase de régénérescence, c'est comme si on avait besoin de passer dans cette étape où on réussit la coïncidence
le coincidentia oppositorum, c'est-à-dire la conciliation des opposés pour faire émerger quelque chose d'autre. C'est ça que j'entends par l'archétype. Donc c'est vraiment à ça que je parle. Quand je parle de tierce voie, c'est autre chose. Tierce voie n'étant pas une seule solution, ça sera c'est une dynamique. C'est la symbiose, c'est vraiment quand deux entités trouvent dans leur différence leur complémentarité. Et on est vraiment là-dedans. Et si tu parles d'archétype, moi je pense au livre de Bernard Liétard, Au cœur de la monnaie, qui est vraiment, Bernard Liétard étant un spécialiste des monnaies, et qui montre en effet que, comme aujourd'hui d'ailleurs, que toutes les périodes où il y a eu des résurgences de diversité monétaire, notamment ce qu'on appelle les monnaies complémentaires, etc., sont des périodes où l'archétype de la déesse mère est revenu en fait dans nos civilisations. Et donc dans les grands archétypes qu'il propose, il y a aussi celui du magicien, qui est l'archétype prométhéen, et qui est celui de la compréhension du monde et de la transformation du monde. Et en fait, dans l'économie symbiotique, c'est l'archétype du magicien et l'archétype de la déesse mère qui se lient. Et c'est pour ça que ça en fait un troisième. Et pour ça que ça en fait un troisième. Alors après, chacun prendra celui qu'il veut. C'est ni masculin ni féminin. Voilà. Et c'est pour ça que c'est androgyne. C'est pour ça que c'est androgyne. Et de ça, on peut tirer d'autres types d'archétypes, genre le trisqueur. Donc le trisqueur, c'est celui qui vient secouer le système établi. Donc ça peut être ça peut être celui du joker, celui qui est dans aucun système mais qui permet de rebondir. Et à chaque fois, c'est des figures qui sont ou asexuées ou qui ont les deux. Mais en tout cas, il faut le comprendre au niveau symbolique et comme étant un moment qui va permettre l'émergence de quelque chose d'autre. Mais en tout cas, ce que j'entends dans ce que tu proposes, dans ce qui t'anime, dans ce que tu imagines, c'est bien une tierce voie de conciliation. Oui. Et c'est pour ça d'ailleurs que, en fait, c'est une économie de la croissance. C'est une économie vraiment qui crée de la croissance locale, multiple, différenciée, mais en même temps pas en autonomie, très très en lien avec le monde entier, parce qu'on disait le besoin de l'humanité de se rassembler dans tout ce qu'elle a produit depuis des milliers d'années. C'est pas une économie donc ni croissance ni décroissance, c'est pas le bon c'est pas une économie uniquement en effet de la fertilité ou uniquement de la conquête, c'est les deux à la fois. Et c'est pas une économie non plus uniquement anticapitaliste et qui serait qui abolirait la propriété privée, etc. Non, on voit émerger plutôt une notion de commun, coopératif, et donc avec à la fois de la propriété privée, de la propriété collective et de la propriété publique. C'est vraiment une hybridation de tout ce qu'on connaît. C'est une hybridation de l'existant et dans une voie complètement nouvelle. Et qui, pour moi, la vraie rupture, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est le fait de reconnaître le vivant comme une humanité qui fait partie du vivant et qui s'émerveille de l'intelligence du vivant et qui reconnaît la sienne propre, en fait. Et c'est en ça que ça passe. Si je devais résumer, ce serait ça. Et c'est en ça que ça passe par cet humus qui est la même racine qu'humus et humanité et humilité. Ouais. C'est-à-dire si on se reconnaît faisant partie du vivant et de la nature et qu'on n'a plus cette ambition démesurée de la contrôler, on fait quelque chose avec et là on est assez surpris et émerveillé de tout ce qu'elle donne. Oui. Donc il y a quelque chose de complètement... On est dans une économie de l'oasis où l'homme est un catalyseur, en fait. Les catalyseurs sont des molécules chimiques qui permettent de se faire rencontrer deux molécules et de produire une réaction qui, sans le catalyseur, aurait mis un temps infini à se produire. Le vivant est bourré de catalyseurs. On a les meilleurs... Et c'est pour ça que la vie est aussi diverse, foisonnante, efficace, etc. Parce qu'elle peut produire un nombre de réactions chimiques, de rassemblement et de transformation très, très, très vite. Eh bien, dans ce nouveau paradigme, l'homme est un catalyseur du vivant. Mais il ne modifie pas sa composition, sa structure. Il va l'organiser sans modifier, on est loin des OGM, du transhumanisme, etc. Justement parce qu'il ne modifie surtout pas les structures de base. Par contre, il rassemble ce qui aurait mis un temps infini à se rassembler. Il permet une nouvelle composition, en fait. Il permet une nouvelle composition.
Mais pour moi, c'est une vraie nouvelle voie pour l'humanité. Il est en train de se produire en ce moment, et ça, j'en suis convaincue maintenant, après, ça fait quand même 7 ans que je cherche là-dessus et que j'observe là-dessus. On est en train d'ouvrir une nouvelle voie pour l'humanité. Simplement, le problème, c'est le temps. C'est-à-dire qu'on a la crise écologique dont on ne sait pas si on a déjà dépassé les effets de seuil, notamment pour le climat. Et donc, est-ce qu'on aura... il ne faut pas qu'on soit pris par le... C'est une course contre la montre. C'est une course contre la montre. Mais si on gagne cette course contre la montre, on a une toute nouvelle voie pour l'humanité qui s'ouvre en ce moment. Mais en tout cas, ce qui peut être quand même magique, très réjouissant, c'est de se dire combien on est d'acteurs à contribuer à ça, en faisant notre petite part de colibri, et on est de plus en plus nombreux. Et donc le fait que les grands médias ne montrent que justement le paradigme en souffrance et pas du tout ce qui émerge, empêche à la grande majorité des gens de se rendre compte que c'est pas des cas isolés, c'est pas des utopies, c'est des millions de gens qui agissent de par le monde, chacun en prenant un bout de la problématique, en agissant à un endroit, mais on est excessivement nombreux à se soucier. Alors quand je dis on, je m'inclus dedans, mais dans le sens où on se pose la question, on essaie de mettre en lumière ceux qui font quelque chose, où on essaie d'agir, où on essaie de repenser les catégories, où on essaie d'expérimenter, on se trompe et on remonte. C'est ça que j'appelle ce on. Il y a énormément de personnes différentes qui agissent dans tous les champs, dans les champs de la biologie, de l'agriculture, de l'économie, de la politique, de la finance, tous les champs sont interpellés. Tous les champs. Ça concerne tous les champs d'activité. On est des millions, des dizaines de millions sûrs, peut-être même des centaines de millions. Quand je travaille avec les territoires, c'est absolument passionnant parce que le fait de montrer la cohérence de cette nouvelle économie qui émerge, les acteurs s'aperçoivent, les maires, les élus, etc. Mais en fait... oui, on connaît un tel qui fait ça. Et vous prenez n'importe quel territoire, vous faites sortir des dizaines d'acteurs qui agissent déjà comme ça. Et c'est totalement vrai, c'est-à-dire qu'on manque du miroir social de cette nouvelle économie, qui est les médias. Donc on ne la voit pas, on ne la reconnaît pas, on n'a pas de miroir pour nous voir. Et le politique au niveau national. Le politique au niveau local, beaucoup l'ont compris, il agit beaucoup. Mais le politique au niveau national, celui qui est relayé par les médias en fait, ne s'exprime pas encore là-dessus. Et du coup, on a toujours l'impression que c'est un épiphénomène, alors qu'en fait, on a depuis longtemps dépassé les signaux faibles. C'est clair. C'est depuis très longtemps. En quelques années, c'est clair de voir que c'est de plus en plus agissant. Et ce qui est intéressant, c'est les générations les plus jeunes qui, elles, se soucient plus de ça, elles agissent, elles font. Et là, on a des vrais laboratoires. C'est pas pour rien qu'on parle de Fab Lab et de toute forme de laboratoire pour agir, parce que les plus jeunes s'emparent. Alors, on a rencontré dans cette rubrique justement un laboratoire parmi d'autres, la Paillasse, et qui montre qu'ils ont commencé à faire quelque chose au niveau de la biologie, mais qu'ils ont des acteurs de tous les environnements qui les rejoignent parce qu'ils veulent faire laboratoire pour co-créer et co-inventer demain. Donc ça touche, et il nous précisait que ça touche toutes les générations, c'est-à-dire que l'initiative est faite par certains, l'impulsion est faite par certains, souvent plus jeunes, pas que, et qui réunissent des tas de gens, des scientifiques, pas des scientifiques, c'est mixte, c'est toute génération confondue. Donc ça veut dire que ça répond profondément à une appétence des citoyens à trouver eux-mêmes des solutions pour leur quotidien, et puis pour leur quotidien et leur présent, mais aussi pour leur futur et le futur de leurs enfants. Oui. Et il y a une conscience qui est bien plus forte dans la majorité des citoyens qu'effectivement dans ceux qui nous représentent pour une certaine partie en tout cas. Au niveau national et international, au niveau local, il y en a de plus en plus. On le voit même, on va changer de sujet, mais on le voit avec le TAFTA, où on voit de nombreuses collectivités locales se mobiliser contre le TAFTA, c'est-à-dire le traité commercial transatlantique qui va bouleverser en fait notre conception du droit, de la démocratie, etc. C'est quand même... Et bien, on a de nombreuses collectivités locales qui se mobilisent, de nombreuses mairies, mais au niveau national, on n'a pas cet écho.
On n'a pas cet écho. Et pareil, les études internationales, qu'elles soient sociologiques ou d'opinion, montrent qu'en fait, il y a une toute nouvelle conscience qui est en train de naître au niveau planétaire. Et par exemple, pour le changement climatique, les pays qui en sont le moins conscients, ce sont les pays industrialisés. Et le pays le moins conscient, c'est les États-Unis. Et pourtant, 70% quand même de la population croit au changement climatique. Donc, je veux dire, c'est pas... 70%, c'est très élevé, et pourtant, c'est le pourcentage le plus faible. Et dans des pays comme les Philippines ou au Mexique, c'est 95-97%. Chez nous, on est entre 70 et 80%. Et ça s'accompagne d'une nouvelle vision de la santé, ça s'accompagne... il s'est passé aussi depuis les années 2000 quelque chose de très très fort, c'est-à-dire qu'on a vu les cancers augmenter dans nos familles, les problèmes de reproduction, les problèmes hormonaux. Pendant ce temps-là, on voit aussi que les abeilles meurent par milliers pour des causes environnementales, que les poissons changent de sexe, etc., etc. Et donc, en fait, il y a une connexion qui se fait, où finalement, le poisson qui change de sexe, et puis ma nièce à puberté ultra précoce, on se demande ce qui se passe, ou mes copains qui ne peuvent pas faire d'enfants, qui ont recours à la fécondation in vitro, tout ça, ça commence à faire plus qu'un. Et c'est ça qui est en train de se passer aujourd'hui. Quand les femmes canadiennes, par exemple, manifestent pour interdire le bisphénol A dans leur biberon, elles disent « Je manifeste mon droit d'être vivant. Je veux pouvoir avoir une grossesse et des enfants qui soient en bonne santé. En bonne santé, tout simplement en bonne santé. » Et ça, c'est très nouveau. Est-ce que ce que tu dis là, en fait, sur cette notion de conscience, ça appelle deux choses. C'est et cette rubrique y participe, c'est comment on aide à faire grandir le niveau de conscience, c'est-à-dire cette compréhension de la complexité où des choses qui étaient vécues comme éparses sont en fait connectées et avoir cette compréhension pluridisciplinaire des événements et des interactions entre les événements. Et il faut que ça s'appuie sur la connaissance des domaines. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne parviennent pas à comprendre et encore moins par conséquent à agir parce qu'ils n'ont pas les briques de connaissances minimales pour arriver à se faire une représentation de la situation du problème et par conséquent de comment ceux qui nous gouvernent ou qui prennent les décisions les prennent, c'est-à-dire sur quels critères, sur quels facteurs. Donc ça, c'est vraiment un chantier énorme aussi, c'est rendre les connaissances minimales pour comprendre le changement de société accessibles à tous, pour que précisément les personnes puissent avoir un avis et comprendre que quand on nous oriente là ou là, ça n'a pas la même incidence et de pouvoir dire on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Et là, il y a vraiment une fracture. Alors, je ne parle pas du coup de l'intérêt des gens, mais il y a une démotivation qui est liée à la complexité du monde. Et les gens se disent « non, mais c'est trop compliqué, on n'y arrivera pas ». Et donc, comme ils le vivent comme compliqué, ne comprenant pas la complexité et n'ayant pas de clé de lecture, ils abandonnent. Et ils abandonnent à ce que la démocratie a mis en place, c'est-à-dire des représentants du peuple. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important. Par exemple, ce dont tu parles, de peut-être arriver à, je sais pas, un MOOC ou n'importe quoi, mais qui donnerait des briques de compréhension pour que, effectivement, les tilts dont tu parles, que des événements épars, on puisse comprendre en quoi ils sont connectés pour telle et telle cause et donc pour telle et telle conséquence. Je pense que c'est vraiment important. Et ça nécessite, et c'est difficile, parce que c'est quand même, en effet, ça peut être complexe, mais ça nécessite d'abandonner les jargons. Et c'est difficile. Je suis sûre que là, pendant l'entretien, on n'a pas voulu le feu, on a quand même jargonné alors qu'on voudrait abandonner ça. Ça, c'est très difficile. Il y a le fait aussi que tous ces mouvements, notamment écologiques, etc., ou sociaux, etc., paraissent compliqués parce qu'on veut toujours contraindre, on pense toujours par rapport au paradigme existant. Or, il n'est pas fait, son moteur en lui-même n'est pas fait pour résoudre la crise écologique ou la crise sociale ou la crise économique, puisque, comme je disais tout à l'heure, il détruit ce dont il dépend. Il a des actions négatives sur les ressources dont il dépend. Donc, en fait, chaque fois qu'on prend ces problèmes-là avec notre schéma de pensée existant,
ça devient très compliqué parce qu'il faut, c'est comme si on voulait contraindre le moteur, on lui met un boulon par-ci, une plaque par-là et puis un truc pour ici, alors ça devient un monstre très très compliqué. Si on arrive à basculer de l'autre côté et à comprendre justement le nouveau paradigme, alors là, ça devient très simple. C'est complexe, c'est fait de plein de liens, de synergies. C'est une dynamique de dynamique, en fait. C'est la dynamique, le vivant est dynamique, c'est la dynamique du vivant. Donc, c'est une dynamique de dynamique. Donc, c'est complexe. Mais par contre, c'est très clair. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Mais il faut, c'est quand on a compris enfin, je trouve que plus on comprend, quand on a compris, c'est un peu prétentieux, plus on comprend ce qui est en train de se passer, le nouveau paradigme, plus il est clair, plus c'est facile de comprendre ce qui se passe. Parce que c'est pas compliqué. Et c'est pour ça qu'arrive la coopération. Donc, on la retrouve assez fréquemment, notre amie la coopération. Elle arrive à ce moment-là de façon évidente. On ne peut pas arriver à comprendre la complexité du monde tout seul, et encore moins la résoudre. Et donc ça, les plus jeunes l'ont compris puisqu'ils sont nés dans l'environnement d'Internet. Donc ça veut dire qu'ils ont la configuration physique par Internet et mentale parce qu'ils l'utilisent, d'interconnexion permanente de tout. J'ai besoin d'une information avec Google ou peu importe le système, je vais aller la chercher sans savoir où elle est en fait, et c'est pas grave. Donc cette dynamique d'interconnexion où ça va avoir des effets d'équivalence entre les individus, où je peux demander à n'importe qui de très élevé socialement, au moins de la même manière, je vais lui poser une question, lui demander quelque chose. Donc il y a un câblage des plus jeunes à être dans une coopération de fait, et nous sommes amenés à coopérer pour comprendre, pour trouver des solutions et pour les mettre en place. Donc cette nécessité venant du vivant, c'est une évidence pour arriver à répondre. Et quand on est plusieurs, certes, on va sans doute pas pouvoir faire l'encyclopédie tout de suite dans la version du paradigme d'avant, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas être Pic de la Mirandole qui aura tout compris en un instant T. Mais en revanche, on va avoir bricolé quelque chose, ça aura pris du sens, on l'aura compris, on aura réussi quelque chose, on sera content et on passera à l'étape suivante. Donc il y a quelque chose de l'ordre du bricolage qu'avait dit Claude Lévi-Strauss en son temps. Ouais. Il y a un bricolage qui se fait aujourd'hui pour co-construire maintenant et demain, avec une humilité de dire, ben voilà, j'ai besoin de l'informaticien, du biologiste, du designer, de je sais pas quoi, et tout ça ensemble, ça va sans doute faire quelque chose qui a du sens. C'est un truc qu'on retrouve dans tous les nouveaux modèles, hein. C'est-à-dire que on arrive à coopérer quand on a une question commune, un centre d'intérêt commun qui est comme un cœur de marguerite. Chacun avec ses compétences et ses spécificités se plug comme ça sur ce cœur, comme les pétales qui vont tous dans le même sens, et chaque pétale est une compétence. Et pour arriver à communiquer et à trouver la réponse à la question, qui est aussi au cœur de la marguerite, il faut se comprendre. Donc, en effet, pas de jargon. Bâtir un langage compréhensible par tous et commun, et autour d'un intérêt commun et un territoire souvent de valeurs communs, parce que ça nous permet de comprendre les mêmes blagues, d'être alignés sur les mêmes objectifs et de construire malgré nos différences. Et c'est là où on a cette symbiose, c'est-à-dire où on trouve dans nos différences nos complémentarités. Et là où on est pareil, on pourrait être concurrent, ça pourrait être des territoires de concurrence, mais en fait, ça peut être des territoires de puissance. C'est-à-dire que du coup, moi je le vois par exemple dans l'atelier symbiotique, qui est une association en fait, de 40 à 50 individus et entreprises autour de l'économie symbiotique, hein, donc c'est-à-dire en fait la nouvelle économie. La nouvelle économie est de type symbiotique. Après, on l'appelle comme on veut. Mais eh bien, on essaye justement de mailler les compétences dans leurs différences pour la complémentarité. Et on s'aperçoit que là où on est similaire, en fait, ça nous donne de la puissance. C'est-à-dire que, du coup, on a deux personnes pour répondre à un même besoin. Si on est trop surchargé, alors que toute seule, on est obligé de dire non. Je ne sais pas si c'est très clair, mais ça, c'est des logiques, mais qu'on apprend. Hein, c'est complètement différent. Ça
ça pose des questions de gouvernance, des questions de redistribution de la valeur, qui sont tout à fait nouveaux, innovants, etc. Mais on trouve en le construisant. C'est ça. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut se jeter à l'eau. On a des milliers d'acteurs, des millions d'acteurs qui ont expérimenté chacun dans leur coin. Si jamais on veut y aller, on trouvera toujours quelqu'un à aller voir pour savoir comment ça a marché, ce qui fait les facteurs clés du succès, ce qui a été difficile, ce à quoi il en est, et on trouvera toujours des gens pour léguer leur expérience. C'est vraiment, il faut y aller, quoi. Ce qui est vraiment flagrant de notre paradigme en émergence, c'est ça commence par bricoler, on essaie, on fait du Fab Lab, enfin on fait du lab de tout. Donc on essaie. On partage. On modélise après coup, on le fait en coopérant, on modélise après coup ce qu'on a fait et on théorise après coup. C'est le paradigme inverse d'avant. On n'est pas dans théorie-expérience, on bricole, on fait des trucs, on modélise après coup et après on peut théoriser. Et là, le fait de coopérer à plusieurs, ce que ça va apporter, c'est que ça nous amène à un corpus de représentation commune, de facto. On arrive avec des gens différents, qui ont des expertises différentes, des regards différents, mais à force de bricoler ensemble, on arrive à un corpus de représentation commune qui s'agrège effectivement des gouvernances qui sont repensées, puisqu'on va se trouver une façon de fonctionner ensemble pérenne. Et là, on a vu que sur les 15 ans qui viennent de passer, on a quand même beaucoup eu notre ego qui a été mis à mal, quoi. Et là, enfin, on fait primer le bien commun et enfin, on fait primer le vivant pour dire on va dépasser ça pour arriver à coopérer, à réussir. Et on a de la même façon plein d'organisations qui sont ce qu'on appelle le no-management, le management latéral, le management organique, l'entreprise libérée, ça n'a pas encore trouvé son nom, tout ça, mais on a des formes d'organisation dans des entreprises ou dans des régions, la démocratie participative, etc. Surtout en Amérique latine, d'ailleurs, c'est là où c'est le plus innovant en termes de nouvelles formes démocratiques. Eh bien, on a la même chose qui arrive et qui notamment pour les entreprises, qui montre une performance quand elles ont trouvé leur équilibre, une performance, mais là aussi on a une innovation radicale. Et j'insiste sur la performance parce que en fait, on peut faire rimer écologie avec économie, on peut faire rimer bien social avec performance, et c'est ça que ça apporte. Il faut arrêter de parler de ou économie ou écologie, ou bien social ou performance, c'est le « et ». Ces nouveaux modèles apportent le « et ». Et c'est ça qui est assez enthousiasmant en fait, et qui permet de réunir. Sur la façon de coopérer, de collaborer, ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'on arrive à des nouvelles formes d'entreprise où finalement chacun reste libre tout en faisant partie d'un commun. C'est-à-dire qu'on a des sortes de méta-entreprises qui sont en train de se créer, où on est des petites structures, mais qui s'associent pour des projets. Voilà, c'est des écosystèmes. Et du coup, chacun reste libre, tout en faisant partie de ressources communes. Voilà, ça c'est très nouveau. Hein. On est dans une agilité qui repense aussi l'institutionnalisation, l'administration, la façon de modéliser les choses. Je veux dire, le nombre d'initiatives qui sont faites autrement qu'en ayant des associations. Avant, c'est rigolo de voir d'ailleurs, les gens de l'ancien paradigme, ou du paradigme encore dominant, ils font tous des associations. On a du mal à avoir d'autres formes juridiques. Mais je veux dire, ce qu'il y a de rigolo, oui, ça c'est la remise en cause des institutions, mais ce qu'il y a de rigolo, c'est de voir le nombre de gens qui agissent sans structure. Parce qu'ils n'en ont plus besoin. Et il n'y a que le jour où on leur demande de faire un chèque et d'avoir 3 trucs, ils vont faire le modèle associatif, mais pour lequel ils veulent une autre type de gouvernance, etc. Ouais. Mais c'est très amusant de voir que les gens s'agrègent autour effectivement une vision et quelque chose qu'ils ont envie de faire, et ils se moquent éperdument de savoir si d'abord ils sont dans une AG ou pas. C'est vraiment accessoire. Donc c'est très amusant de voir cette organisation organique précisément qui a une agilité qui donne envie aux plus grands. Voilà, et moi je vois, j'ai un fonctionnement en réseau aussi, et quand je vais me présenter
auprès d'entreprises et que je présente, au début, ils sont choqués parce que c'est pas comme ils ont l'habitude. Mais après, ils comprennent. Je dis, bah oui, moi, j'ai outsourcé tout ce qui n'est pas mon cœur de métier. Donc, je ne vais pas perdre du temps dans une gestion d'entreprise. Je suis à minima pour moi-même. On est en réseau tous indépendants et on outsource l'administratif. Et du coup, on est à vous à 100% et on est à 100% dans ce qu'on fait là, une recherche, une évolution de nos activités, etc. Et au bout d'un moment, ils disent « Ah, mais on en rêverait en fait !» Et ça bascule à l'envers. Au départ, mais ils ne sont pas comme nous, c'est bizarre, est-ce qu'on peut les croire ? Ah non, mais ils ont une des clés d'agilité, on en voudrait. Donc c'est très amusant de voir que dès l'instant qu'on change de lunettes sur la réalité, voilà, ça ouvre des portes en fait. On rejoint ce que tu disais sur compliqué, complexe. C'est-à-dire que quand on a compris, ça devient très simple. On se dit « Ah mais oui !» Et du coup, on change les catégories. On se rend compte qu'on change les catégories en ce moment. On change. On est en train de revisiter tous nos concepts, en fait. Mais c'est violent quand même, je veux dire. Enfin, c'est violent dans le sens où on est en train de faire une mutation 4G quand même. Ça se fait à l'échelle de... Moi, je trouve qu'elle a commencé vraiment dans les années 70, en fait. On commence à avoir ça dans les années 70, et où ça émerge un peu partout. Et là, c'est en train de converger, donc de prendre de la puissance. Et là, en plus avec la puissance qu'amène l'Internet, etc., on est en train d'aller très très vite, d'aller très très vite. Et est-ce qu'on ira assez vite par rapport aux enjeux écologiques, c'est toute la question. Mais moi, je trouve qu'on va quand même très très vite. Et les réseaux sociaux permettent d'accélérer ces partages d'informations et de permettre d'accélérer le mouvement des transformations. Et comme en parlant des réseaux sociaux, je profite pour dire juste une dernière chose qui me semble... Parce que là, on vient de parler surtout du beau côté des choses. C'est que c'est une économie de l'intelligence, c'est une économie de la donnée, c'est une économie de la collaboration qui fait donc énormément appel à Internet. Et ce qu'on est en train de voir, justement, c'est faire émerger... il est en train d'émerger un capitalisme de l'intelligence, un capitalisme de la donnée, avec des géants qui ont accès à nos données, alors que nous, on n'a pas accès comme ça à l'ensemble des données. Je pense à des Google, des Facebook, voilà, les très grands de l'Internet, mais qu'on retrouve aussi dans le brevetage du vivant, qui vont aussi s'approprier comme ça l'intelligence du vivant. Et ces sociétés-là ne redistribuent pas la richesse. C'est-à-dire qu'elles nous permettent de communiquer. Donc on a une vraie rentabilité sociale, on a des vraies plus-values sociales, et tout ce qui émerge n'émergera pas aussi facilement, je pense, sans ça. Mais par contre, on n'a pas la gouvernance qui va avec, et avec une redistribution de la rentabilité qu'on génère tous. Et sur ça, on est sur un nouveau capitalisme qui est profondément dans le paradigme ancien et qui pose des problèmes démocratiques et de gouvernance qui sont quand même énormes. Donc cette économie du partage, cette économie collaborative, elle est très claire dans notre façon de produire, etc. Maintenant, il faut vraiment, pour moi c'est une urgence, alors ça dépend de son éthique, mais en tout cas moi ça correspond à mon éthique, il faut vraiment qu'on arrive à la transformer avec une redistribution de la richesse qu'elle génère, une redistribution de sa rentabilité, et donc de créer ces nouvelles infrastructures qui sont les nôtres, ces nouvelles rues où on se rencontre en commun, de faire du commun avec ça et de ne pas le laisser à quelques acteurs. Voilà. Et c'est clair que ça pose la question de la gouvernance mondiale, qui est une évidence, on y va tout droit. Elle est déjà existante sur un certain nombre d'éléments, mais c'est une évidence, on ne peut plus gérer des problématiques qui sont mondiales en ayant quelque chose qui ne l'est pas, sauf que pour ça, il nous faudrait... Voilà, il faut une gouvernance qui corresponde à un paradigme ou à un autre. Et pour l'instant, on a un paradigme dominant qui va produire sa gouvernance mondiale et qui ne répond pas aux vivants. On est toujours dans la même discussion. Donc, comme là, le fait politique est en train de vraiment se réapproprier, enfin les citoyens se le réapproprient clairement parce qu'ils voient bien que ça dérive trop, la question, c'est encore une course contre la montre. Qu'est-ce qui va primer ? Est-ce que c'est la mort ou est-ce que c'est la vie ? Moi, je suis assez confiante qu'on bricole tellement qu'on va sans doute trouver quelque chose entre les deux. Et comme il y a de plus en plus d'acteurs qui s'y mettent,
quelque chose va émerger dont on n'a sans doute pas encore l'image Je crois maintenant. aussi qu'il y a une troisième voie, c'est-à-dire qu'entre la gouvernance mondiale qui est très centralisée, très pyramidale, et qui est pas peu écosystémique, et une gouvernance, mais qui en même temps est nécessaire. Donc voilà, et le non-gouvernance, quoi, d'une société très éclatée comme ce qui se passe quand même aussi aujourd'hui. Il y a cette troisième voie qui émerge, qui est ces sortes de gouvernance mouvante, collaborative, parce que ce qu'on voit dans la nouvelle économie, c'est que chacun est à la fois peut devenir producteur, investisseur, consommateur. Toutes les frontières se brouillent en fait. Donc on a ces formes de gouvernance qui sont là encore à la fois mouvantes en écosystème, où à la fois chacun est libre mais fait partie d'un commun. Et on l'a pas encore trouvé ça, hein, mais on sent que ça grouille, quoi, ça bricole comme tu dis. Et c'est quand même extraordinaire de voir ce qu'on a construit en 15 ans. Ah, moi je suis épatée, ça. Donc ça va excessivement vite. Donc je pense que on n'a pas idée de ce qu'on sera dans 15 ans, mais il y a de fortes chances qu'on soit à des années-lumière de là où on en est aujourd'hui, quoi. Et tout ce qu'on a détruit, on l'a détruit majoritairement en 50 ans sans le savoir. Donc qu'est-ce qu'on peut construire en le sachant, quoi. Et avec Internet aujourd'hui. Ouais. Si on envisageait un mot de la fin, qu'est-ce que tu dirais pour conclure ? Qu'est-ce qui serait le plus précieux comme message à partager ? Qu'on ait vraiment un changement de voie possible, et qu'aujourd'hui ça dépend de nous tous d'y croire et de l'accepter et de faire le choix, en fait. Voilà. Tout ce dont on parle, ça ne vient pas spécialement en concurrence, notamment au niveau local, mais par contre ça se choisit. Cette nouvelle économie, ces nouveaux paradigmes, ils se choisissent. Et une fois qu'on les a choisis, on peut les mettre en œuvre, on peut les appliquer. Et tout ça, tout ça n'est pas non plus une volonté qui vient d'en haut, ça se fait nécessairement en collaboration avec les autres. Donc je pense qu'on peut passer à la nouvelle économie très vite. En fait, on a tout autour de nous, mais il faut que ce soit un choix. Et il faut le faire avec ce qui existe autour de nous, avec les autres acteurs. Merci Isabelle. De rien, c'est moi. Merci.